Bonjour, bienvenue sur Openbox TV, l'émission de géopolitique d'Alain Juillet. Et merci de nous soutenir sur Tipeee pour maintenir cette ligne éditoriale indépendante. Vous pouvez aussi devenir membre de notre chaîne et avoir accès à du contenu exclusif. En étant membre de notre chaîne, vous n'aurez plus à supporter les coupures publicitaires de YouTube. Alain Juillet, bonjour. Bonjour. Nous allons parler aujourd'hui de la RDC. Oui. Et à partir de cette émission, nous allons passer à nos membres et à nos abonnés des extraits d'interviews que nous avons fait de personnalités de la République démocratique du Congo lors de leur passage à Paris. Mais avant cela, je voulais faire un tour d'horizon avec vous, rappeler à nos auditeurs qu'est-ce qui se passe en RDC, quel est le problème de ce conflit qui dure depuis des années entre le Rwanda et la RDC. Au Congo, il y a toujours eu, après l'indépendance, il y a eu des conflits ethniques entre les différentes zones, dans les différentes zones, au Kivu, enfin ou ailleurs. Mais l'affaire actuelle n'est pas du tout sur ces bases-là, parce qu'en réalité, c'est une affaire qui est une affaire au départ politique et qui est devenue une affaire minière. Politique, d'abord, c'est quand le président Kagame, à l'époque il n'était pas président, a pris le contrôle du Rwanda à la fin du génocide, après la fin du génocide, il avait été aidé pour prendre le pouvoir, son armée, si vous voulez, de conquête, qui venait de l'Ouganda. Son armée de conquête, elle était avec des soldats congolais et des forces spéciales américaines. Une fois que le Rwanda a été tombé sous le contrôle de Kagame, les troupes de Kagame ont aidé le président Kabila par une percée au Congo allant jusqu'à Kinshasa à renverser le président Mobutu et à mettre Kabila à la place. Et pendant ce temps-là, les Tutsis de Kagame éliminaient tous les Hutus qui étaient partis au Congo pour se protéger. Parce que le génocide, il y en a eu un à côté, mais il y a eu la réplique de l'autre, il faut le savoir, il ne faut pas l'oublier. Ensuite, en plus petit, mais enfin quand même, les Hutus, ils ont été poursuivis partout. Ça, c'est la première étape, si vous voulez. Deuxième étape, Kagame dit à Kabila, bon, je t'ai mis en place comme président à la place de Mobutu, mais comment tu me rembourses? Évidemment, l'autre, il ne peut pas. On lui dit, tu vas nous laisser exploiter les mines de cobalt, de coltan, enfin de terres rares, comme on dit maintenant. C'est nous qui allons les exploiter. En réalité, ce n'est pas Kagame qui allait les exploiter clairement, c'est les compagnies minières nord-américaines qui étaient derrière et qui lui avaient convaincu Kagame de l'intérêt de l'opération. Donc pendant des années, sous Kabila père, et sous Kabila père, il n'y a aucun problème, les Rwandais exploitent. Au bout d'un certain temps, quand même, Kabila dit « Vous êtes gentil, mais on aimerait récupérer quand même ces minerais qui valent beaucoup d'argent. C'est toute une partie de l'économie congolaise qui est touchée et que vous spoliez. » Alors là, qu'est-ce qu'ils vont faire en face? Ils vont monter des milices armées, le M23 et d'autres, des milices armées qui vont faire régner la terreur dans le coin, on est dans la zone de l'Ituri, et bien sûr, pour qu'on puisse continuer à exploiter les mines au profit, via le Rwanda, des sociétés minières nord-américaines. Ça, c'est la deuxième étape. Bien sûr, l'ONU se mobilise en disant « c'est pas possible ». Donc on envoie des troupes, mais les troupes se révèlent totalement incapables d'arrêter quoi que ce soit. Parce qu'il y a des intérêts divergents. Quand les compagnies minières américaines, elles vont pas encourager la paix, puis ça leur permet de gagner. Donc, ça échoue. Ça continue de plus belle. Le fils Kabila, il n'est pas d'accord, pareil, il continue à demander quand même qu'on lui rende les terres, mais ça ne se passe pas trop mal. Et puis arrive Tshisekedi, le nouveau président du Congo, qui lui dit maintenant ça suffit. C'est pas un Kabila, donc. Et il dit rendez-moi, je veux retrouver l'exploitation de mes terres. Alors là, la guerre devient très forte. Seulement, d'un côté, il y a. On s'aperçoit. Il y a bien sûr les troupes congolaises qui ne sont pas très, très bonnes, il faut dire la vérité. Et de l'autre côté, il y a les milices, mais il y a aussi l'armée rwandaise qui s'implique. Sous des prétextes très discutables, mais elle s'implique aussi. Et c'est le problème actuel. On est en pleine guerre, alors tout le monde dit qu'il faut que ça s'arrête. La nouveauté, c'est que quand Trump est arrivé, lui a dit,
il faut que ça s'arrête, il faut qu'on trouve une solution. Alors que jamais les présidents des États-Unis, évidemment protégeant leur société minière, n'allaient dire quoi que ce soit. Trump a dit ça suffit, c'est effectivement pas normal que le Rwanda, qui n'a pas de mines, soit le plus gros exportateur minier d'Afrique en terres rares, parce qu'il prend tout à côté. C'est pas normal. Et il y a eu une négociation entre les deux parties. Alors, je ne vous passe pas sur les détails, ça a duré, ça s'est arrêté, ça recommence, enfin bref. Il y a une négociation, ils sont arrivés à un accord. Le problème, c'est que l'accord, il n'est pas respecté, ce qui surprend personne. Hein. Et donc, voilà où nous en sommes aujourd'hui. Il est évident, il n'y a pas le moindre doute, qu'il est inacceptable que le Rwanda continue directement et indirectement à piquer la production de mines très riches qui sont dans la zone frontière avec leur pays. Hein, c'est inacceptable. Il faut que les Congolais retrouvent leurs droits, en définitive. Hein. Ce qu'à côté, il faut bien voir aussi, c'est qu'on n'en a pratiquement pas parlé de cette guerre. Ça fait 30 ans que ça dure. Hein. On n'en a pas parlé en Europe, alors que c'est une guerre qui a fait beaucoup plus de morts que la guerre en Ukraine. Hein. Mais beaucoup plus de morts et de blessés, hein, dans laquelle il y a les enfants seuls. Il y a toutes les horreurs de la guerre, on les trouve. Ça dépasse l'imagination, et c'est horrible par rapport... Tout ce qu'on voit en Europe, c'est de la rigolade, je le dis bien, hein, même en Ukraine et ailleurs, hein, c'est de la rigolade par rapport à ce qui s'est passé et ce qui se passe là-bas. C'est épouvantable. Donc oui, il faut arrêter. Et le problème, c'est comme il y a des oppositions dans lesquelles il y a des intérêts des Occidentaux et des autres, ben, tout le monde dit qu'il faut s'arrêter, mais pour le moment, on n'arrive pas encore à s'arrêter. Mais nous sommes coupables, parce qu'on a laissé faire. Nous qui avons la réplique facile quand ça se passe dans d'autres coins, là, on a fermé les yeux pendant des années. Donc quand le président Trump dit j'ai à mon actif la résolution de 7 conflits majeurs dans le monde, celui-là en fait partie. Il s'est impliqué personnellement. Il s'est impliqué, il a convoqué, et indiscutablement, Kagame est très dépendant des Américains et des Anglais. Bon, Kagame, il a été mis en place par les Américains. Hein. C'était un moyen de mettre au cœur d'une zone qui était francophone, de mettre une implantation anglophone, hein, c'est clair. D'ailleurs, dès qu'il a pris le pouvoir, il a changé le pays, la langue nationale rwandaise, c'était le français, il l'a changé, il a pris la langue anglaise. Enfin, Kagame était complètement avec eux. Donc ça, c'est clair. Mais là, effectivement, comme ils pouvaient le convoquer, parce qu'ils étaient très débiteurs, puis ils l'avaient mis en place, hein, ils l'ont aidé. Hein. Dans l'affaire du génocide, il ne faut quand même pas oublier que Kagame était accompagné par les Américains, hein, alors que les Hutus étaient avec les Français, les Belges, enfin les Canadiens et les autres. On ne faut pas oublier. Donc il y a toute une histoire là-dedans. Mais Tshisekedi, lui, ne peut pas supporter Kagame parce qu'il dit c'est un voleur, c'est un bandit. Bon. Et donc c'était très difficile, il ne voulait pas se voir. Et ça, c'est vrai que Trump a réussi à réunir tout le monde pour trouver une formule de paix qui a été signée, qui n'est pas en œuvre pour le moment. Mais alors, c'est vrai qu'on peut penser quand même que progressivement les choses pourraient s'améliorer. Mais il faut taper sur les compagnies minières. La réalité, si vous voulez arrêter une guerre comme ça, vous convoquez les compagnies minières qui sont derrière et vous leur dites c'est fini. Mais alors, quel est l'intérêt du président Trump de changer un système finalement qui a fonctionné pendant 20 ans, 30 ans, au bénéfice des compagnies minières anglo-saxonnes, et là, tout d'un coup, il décide d'écouter la partie la plus faible et se range de son côté. Il faut bien voir qu'en Afrique, les Américains sont sortis de l'Afrique. Hein. Depuis qu'ils n'ont plus d'intérêt pétrolier dans le golfe de Guinée, ils ont laissé tomber l'Afrique. Néanmoins, ils regardent ce qui se passe. Hein. Il ne faut pas oublier que le pays le plus riche, potentiellement le plus fort d'Afrique, hein, c'est le Congo. La République démocratique du Congo, c'est un pays énorme, un pays d'une richesse minière incroyable, plus que le Brésil. Hein. C'est encore plus riche que le Brésil.
C'est le pays, le jour, si vous voulez, où le Congo se structurera, arrêtera tous ces conflits internes, stoppera la corruption, parce que Dieu sait s'il y en a, et faudra gérer comme un pays normal, ce jour-là, le Congo est la première puissance d'Afrique. Et ça, les Américains le savent. À côté, le Rwanda, c'est tout petit. Le Rwanda, il a profité de deux choses. Il a exploité, et c'est normal, après ce qui s'était passé, le génocide, pour se donner une image. Et à travers ça, il en a profité pour l'exploiter au-delà des limites de la morale. Mais enfin bon, mais c'est comme ça, hein. C'est la concurrence entre les pays. Mais le Rwanda est un petit pays, et donc les Américains, un petit pays, c'est bien, mais s'ils pouvaient avoir un gros pays, ce serait mieux. Or, à côté du Rwanda, il y a cet énorme Congo, qui a certes été jusqu'à maintenant incapable de se gérer convenablement, mais qui arrivera, un jour, il va y arriver. Donc la RDC a énormément de potentiel. Et bien sûr, c'est le pays d'Afrique sur lequel il faut s'intéresser aujourd'hui. Et donc Trump, en homme d'affaires avisé... Ben, bien entendu. Ben, écoutez, Alain Juet, merci pour toutes ces précisions qui resituent historiquement la situation actuelle de la RDC, et ce qui nous permet, dans cette deuxième partie d'émission, de donner la parole à des personnalités françaises et de la RDC qui étaient à Paris et qui nous expliquent avec leurs mots, avec leur vision, ce qu'ils pensent de la situation et de l'avenir qu'ils pensent pouvoir donner à la RDC. Merci et à bientôt pour une prochaine émission sur Openbox TV, tous les vendredis à 17h sur YouTube. Merci. Au revoir. En tant que compagnon de route de cette belle initiative, des Justes du Congo, des femmes Justes du Congo, précisément à l'initiative de 3 sénatrices remarquables qui ont décidé de venir à Paris expliquer à la société civile, aux acteurs de cette société civile, tous les enjeux de la conflictualité qui, depuis 30 ans, pas seulement depuis quelques semaines ou quelques mois, ensanglante le continent africain, le cœur du continent africain. Frantz Fanon rappelait que si l'Afrique a la forme d'un revolver, c'est en République démocratique du Congo, à l'époque au Zaïre, que sa gâchette se trouve. En rappelant plutôt que l'insécurité et l'instabilité à l'est du Congo a comme principales victimes les femmes et les enfants. Il faut le rappeler constamment, alors que, évidemment, elles ne sont pas associées au processus de médiation, donc de facilitation et donc de résolution du conflit. Alors qu'il y a une résolution qui date de 2013-25 qui précise que les femmes doivent être partie prenante et donc intégralement associée à ce processus de stabilisation. Même si les ferments d'une paix sont en train de se consolider entre les deux belligérants, là aussi la question peut être posée, y a-t-il seulement 2 belligérants, le Rwanda et la RDC? La RDC a cet avantage et cet inconvénient d'être le pays qui est au cœur du continent africain, mais qui a le plus de frontières avec les pays africains. 9 pays sont frontaliers de la République démocratique du Congo, avec là aussi une adversité, une incapacité à avoir une logique de bon voisinage. Et donc je crois que la conscientisation, comme l'on dit, la mobilisation, l'engagement dont nous témoignons en venant ici, est au cœur de ce qui nous anime et ce qui nous réunit aujourd'hui. Alors la France, dans ce processus, est un petit peu marginalisée, car le processus est désormais américanisé, il est même quasiment privatisé, puisque Massad Boulos n'est pas un diplomate officiel, c'est un diplomate un peu particulier, qui fait de la médiation proactive, mais de la médiation alternative. Il est quand même missionné par le président américain, et donc la France s'est un peu, à juste titre, sentie exclue, marginalisée, et c'est la raison pour laquelle, quand la diplomatie officielle ne fonctionne pas, il faut utiliser d'autres formes alternatives de diplomatie. La diplomatie parlementaire, nous avons la chance d'avoir le président du groupe d'amitié, Carlos Bilongo, président du groupe d'amitié France-RDC, qui est à nos côtés. Nous avons la chance d'avoir aujourd'hui comme membre soutien et comme personnalité éminente Bruno Fuchs, président de la Commission des affaires étrangères de l'Assemblée nationale, qui en plus, parce que la RDC est le plus peuplé des pays francophones, le dernier recensement remonte à 1982. Enfin, on peut estimer qu'il y a 120 millions de Congolais et que sur ces 120 millions de Congolais, une très large partie parle français. Et donc, du coup, donnant l'impression que la dimension de la francophonie doit être aussi mobilisée. Particulièrement difficile quand on sait que la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie est issue du pays qui lui-même est un pays agresseur, en l'occurrence Louise Mushikiwabo, ancienne ministre des Affaires étrangères du Rwanda.
Non, ma présence ici, elle est d'abord pour dire que devant les dizaines d'années dans lesquelles les grandes institutions et les hommes et femmes politiques n'ont pas pu régler la question, les citoyens et les citoyennes, qui sont les premières à souffrir de cette situation, les premières victimes depuis 30 ans, doivent se mobiliser encore plus pour pousser l'ensemble des acteurs à trouver une solution de cessez-le-feu et de paix dans le respect du droit international et bien sûr des populations qui souffrent depuis beaucoup trop longtemps. Donc c'est ça mon engagement premier en venant ici, c'est d'être aux côtés des citoyennes et des citoyens qui doivent se mobiliser encore plus. Ensuite, la France, comme les autres partenaires, essaie de faire un maximum de choses, mais pour l'instant n'est pas arrivé à trouver le point d'atterrissage. Peut-être qu'avec l'arrivée des Américains, des Qataris, maintenant des Togolais, on va trouver ce point d'atterrissage qui semble maintenant plus proche, aussi parce que le contexte a changé et que tout le monde veut arriver à un point d'équilibre dans cette situation. Et là, il faudra justement encore plus de monde mobilisé pour être garant de la mise en œuvre de ces accords, parce que de nombreux accords ont été signés depuis de nombreuses années et ils n'ont jamais été mis en œuvre. Donc la clé, c'est de trouver un accord, mais après de le mettre en œuvre. Et donc là, on aura encore besoin, surtout des citoyennes et des citoyens, qui doivent faire une pression très forte sur les États, sur les grandes institutions, et puis de parlementaires ou de gens de bonne volonté qui ont un pouvoir politique, une puissance politique, pour être capables de garantir la mise en œuvre des accords qui vont être signés. Je suis la sénatrice Arlette Bahati. Et je suis là en France pour pouvoir dénoncer, parler un peu de tout ce qui se passe actuellement dans mon pays, précisément dans la ville de Goma et Bukavu. Ça fait 30 ans que nous vivons le drame. Ça fait 30 ans que la population congolaise, surtout à l'est de la RDC, vive un enfer. Nous sommes à ce jour à plus de 6 millions de morts, ce qui représente plus ou moins la population de 5 grandes villes de la France. Vous voyez les drames, ce que ça représente à ces jours. Alors nous voulons quand même que la cause congolaise soit connue. On en parle effectivement parce qu'on nous reproche que c'est une guerre sans mots, sans images. Mais effectivement, les 6 millions de morts, c'est une réalité. Nous vivons un drame actuellement. Actuellement, les banques sont fermées. Actuellement, il n'y a plus d'économie. Tout est pillé. Les enfants ne sont pas scolarisés. Il y a régulièrement des Nous assistons régulièrement à des assassinats, des enlèvements. Et moi, je pense que tous ces crimes doivent être connus parce que nous vivons un enfer. Et cela doit cesser. L'humanité doit pouvoir nous porter, mais également la France, qui est un pays de démocratie, mais également nous sommes membres de la francophonie. Nous pensons que la France peut s'impliquer activement pour que nous puissions trouver la justice par rapport à la population congolaise. La France de l'époque de Chirac nous a aidés. Avec Dominique de Villepin et aux Nations Unies, la France de Chirac a aidé. Et Chirac a dénoncé l'agression congolaise. Et nous aimerions aujourd'hui que la France de Macron sorte de son mutisme pour aider la République démocratique du Congo, à l'instar de la Belgique. La Belgique a pris tout son courage et la Belgique a sanctionné le Rwanda. Nous aimerions que la France sanctionne aussi le Rwanda, si et seulement si le Rwanda ne sort pas ses militaires de la République démocratique du Congo. Nous avons besoin de l'implication de la France parce que nous estimons que le silence de la France est complice. La France se déclare complice de cette guerre parce qu'il ne se prononce pas. Devant cette guerre que subit la RDC, devant cette agression que subit la RDC en tant que pays francophone, un grand pays francophone, la France devrait s'impliquer et s'imposer pour que les sanctions qu'on a infligées au Rwanda soient appliquées, soient mises en œuvre. Mais aussi pour que nous puissions retrouver la paix, il faut que la France se prononce normalement. Le silence de la France est une autre arme. Ce silence-là tue. Si la France continue à se taire, nous allons continuer aussi à dénoncer. Mais nous avons regardé la dernière fois que le président Macron s'est prononcé en disant qu'il s'agissait d'une guerre interethnique, alors que cette guerre interethnique n'a jamais existé à l'est de notre pays. Donc nous continuons à penser que la France n'a toujours pas une position claire face à cette guerre vis-à-vis du Rwanda.
Comment se comporte la France sur plan diplomatique? Oui, maintenant, nous avons senti que la France commence à comprendre qu'il doit être à côté de nous. À un certain moment, elle était vraiment absente et c'était injuste d'être absente pendant que, à la genèse même du conflit, la France était là. Les réfugiés rwandais sont arrivés au Congo sur la demande de la France parce qu'ils pensaient calmer la guerre, il y avait génocide. Alors la France a demandé à la troupe rwandaise de l'époque de se retirer, aller vers le Congo pour qu'ils puissent prendre de bonnes décisions et pour la cohabitation entre les deux gouvernements. Aujourd'hui, la France est à notre côté. La France a commencé à sanctionner ces atrocités commises par les Rwandais et ses alliés. L'arrivée du président Trump et puis sa façon de régler des problèmes est-ce qu'il pourrait intervenir dans ce conflit? Parce que dès qu'il parle, ça bouge. Bien sûr, c'est le président des États-Unis, c'est lui le président du pays le plus puissant du monde. Son téléphone pourrait aider à calmer le jeu. Quelle est l'action du président Tshisekedi sur plan international? Comment est-il reçu vis-à-vis de ses homologues chefs d'État dans le monde? Vous savez, M. Medori, le Congo était isolé du monde depuis des décennies. Notre président Félix-Antoine Tshisekedi, chef de l'État, s'est investi à ouvrir le Congo à travers le monde. C'est comme ça qu'il voyageait partout pour rencontrer ses homologues présidents et aller rencontrer aussi les institutions où se prennent des décisions à travers le monde pour leur expliquer de la situation qui était la nôtre en République démocratique du Congo. On le sait, ce travail de longue haleine du président a permis de faire bouger les lignes où maintenant de nombreux chefs d'État dans le monde entier sont informés de la situation et vont dans le sens de la RDC lorsqu'il y a des votes dans les institutions internationales. Bien sûr, vous avez vu lors des votes au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, nous avons obtenu 170 voix sur 190. Donc le monde entier se mobilise pour que le Congo puisse faire entendre sa voix au plus haut niveau. Ce que nous demandons aujourd'hui, c'est que, à côté des condamnations verbales, nous avons besoin que ces condamnations puissent être vraiment effectives. Concrètes. Et demander à Kagame de ne plus continuer à soutenir ces supplétifs M23 et AFC. Alors que fait la diplomatie internationale pour essayer de trouver des solutions à ce conflit qui est vraiment très dur? Pour l'instant, nous avons demandé au Conseil de sécurité et au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies à pouvoir punir sensiblement les atrocités que la troupe rwandaise et ses alliés ont commis au Congo. Nous avons aujourd'hui, avec le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies à Genève, nous avons obtenu une résolution qui demande à ce qu'on puisse envoyer des experts, des enquêteurs indépendants pour aller établir les faits. On se rend compte aujourd'hui que le Rwanda, qui se cachait derrière ces groupuscules armés, ces terroristes armés comme le M23, aujourd'hui le Rwanda apparaît en pleine lumière. Ça y est, on a compris que c'était eux qui finançaient, qui étaient derrière. Les troupes rwandaises sont entrées au Congo aussi au vu de tout le monde. Et ce n'était pas la nuit, c'était la journée. Et ils sont là, c'est Kagame qui finance les M23 et l'AFC de Nanga. Donc, il doit retirer ses militaires. Cette zone à la frontière entre la République démocratique du Congo et le Rwanda est une zone très riche. Bien sûr. En matériaux, ce qu'on appelle aujourd'hui même les terres rares, les matériaux rares. Et donc, le Rwanda s'est accaparé depuis des années.
Oui, ça fait 30 ans presque. Ces mines, Ah oui. donc, il exploite des mines qui sont dans votre pays Ah oui, et il les exporte et il gagne de l'argent bien sûr. dessus. Oui. Et ça fait 30 ans que ça dure. Ah oui. J'ai noté toute la richesse de la République démocratique du Congo et dans ces zones-là. Et malheureusement, qui dit richesse dit peut-être problème. C'est une région qui a du cuivre. Alors le cuivre, on en parle tous les jours en France. Nous, en France, on nous vole les câbles de cuivre de la SNCF, tellement ça coûte cher. Donc, ils ont du cuivre, ils ont du cobalt, ils ont de l'or, ils ont des diamants. Et donc, ces minerais stratégiques, comme le coltan, qui va sur les batteries, sur les téléphones portables, sur les ordinateurs. Et ça, à mon avis, vu les objectifs du président Trump d'accaparer un certain nombre de terres rares, de matériaux rares pour le futur, il serait de bon ton qu'il puisse vous soutenir peut-être dans ce conflit. Bon, Ah, lui, il sera vraiment le bienvenu parce que nous ne pouvons pas mourir à cause des minerais. Nous avons notre sol qui est déjà fertile. Si on nous donne notre sol, nous allons faire l'agriculture et survivre. Nous demandons aux troupes rwandaises de quitter, de se retirer du sol congolais, de retirer leurs militaires et de respecter la souveraineté de la République démocratique du Congo. Le Congo restera indivisible. Le Congo restera toujours un pays hospitalier qui accueille ses amis, ses frères, ses connaissances et tous ceux qui ont choisi le Congo comme état une deuxième patrie. écoutez, je vous remercie pour ce message qui vient du fond du cœur et qui appelle à une diplomatie active pour trouver une solution à ce conflit, qu'on aille vers la paix. Et la population de la République démocratique du Congo le mérite. Bien sûr. Merci de nous avoir accordé cette interview exclusive. Merci beaucoup.